Introduction. Alors, nous allons passer 1 heure et demie ensemble aujourd'hui pour parler des mutualisations fusion dans l'ESS. L'idée, c'est de vous apporter un peu un décryptage et vous présenter la série d'articles qu'on a pu écrire sur le site, qui sont basés notamment des retours d'expérience que l'on a pu faire d'accompagnement de la mutualisation fusion. Du coup, je suis Amaury Fromanti, responsable du centre de ressources DELA IAE pour la VISE. Ça fait beaucoup d'acronymes. DLA, dispositif local d'accompagnement IAE, insertion par l'activité économique. Euh, et c'est parti. Alors, c'est un webinaire et pour bien utiliser l'outil, deux recommandations. Alors, il y a la discussion pour partager vos commentaires ou informations dans le chat. Et vous pouvez poser vos questions et vos réponses via le module QR que vous devez avoir tout en bas. S'il n'est pas visible tout de suite, il faut peut-être cliquer sur le plus, sur le plus pour avoir plus de accéder à l'information. Alors, est-ce que il y a Emmanuel qui demande si il y a de l'écho? Effectivement, il y a de l'écho. Non, pas d'écho pour les autres, du coup, ça va être peut-être d'autres personnes. Très bien, je m'occupe plus du chat. Anaïs, c'est pour toi. Du coup, il y a le module questions-réponses qui permet de répondre à ces interrogations et qui nous permettront après de mieux structurer le webinaire et d'apporter les réponses. Et vous pouvez, via ce module-là, voter pour les questions et ça nous permet de plus facilement les retrouver. Comment va se dérouler ce webinaire? Un petit mot d'introduction de ma part. Après, on va partager les notions que l'on va utiliser dans ce webinaire autour de la coopération, mutualisation, fusion, avec notamment aussi un décryptage de la mutualisation qui va être fait par le labo de l'ESS, qui a accepté notre invitation. Puis je vous présenterai la série d'articles et le guide de la VISE sur les sujets des mutualisations fusion. Et nous aurons deux témoignages, une d'une structure par Muriel Valert présente, qui nous racontera comment s'est passé le processus de mutualisation, donc le Jura. Et on aura aussi Rodolphe Nollet qui, en tant qu'accompagnant et structure porteuse du DLA, a pu accompagner différentes mutuations. Après, on passera sur un temps de questions-réponses et avec le bouton questions-réponses que vous avez bien sûr identifié. Euh, alors, un truc, pourquoi, en fait, partons de ce concept, pourquoi les structures toutes les structures de l'ESS sont concernées par les rapprochements? Euh, d'une part, c'est dans l'ADN de l'ESS de coopérer, de faire ensemble et de répondre à un besoin. Euh, on se rend compte aussi que c'est compliqué pour une seule structure de répondre à tous les besoins d'un territoire. Et du coup, la coopération, le rapprochement ou la fusion est un choix qui se porte par rapport à ça. Il y a énormément de formes possibles en fonction de ce que l'on veut faire et de ce que l'on veut mutualiser, qu'est-ce qu'on veut mettre en commun. Et du coup, qui sont accessibles à tous les niveaux, de la coopération simple à la fusion, création. On peut aussi avoir des financeurs qui nous poussent à aller un peu plus à la coopération, notamment sur les questions d'économie, d'échelle ou pour mieux répondre à un besoin d'un territoire. C'est un moyen pour changer d'échelle. Dans le contexte actuel, on se retrouve avec des modèles économiques qui sont de plus en plus tiraillés, fragilisés, et les rapprochements sont un outil pour pallier à ça. Et on peut aussi avoir une tendance à avoir des gouvernances qui peuvent s'essouffler avec de plus en plus de mal de trouver des bénévoles pour s'impliquer, des vieillissements de certaines gouvernances. Et du coup, par rapport à ça, en fait, les rapprochements sont aussi un outil. Ça, c'est quelques éléments. Il y en a, il y a plein d'autres raisons qui peuvent pousser au rapprochement. Hop, mettre fin au sondage. Coopération, mutualisation, fusion. On va clarifier les notions. Alors, dans un premier temps, euh, quand on parle de coopération, on va désigner le fait qu'il y a plusieurs structures qui vont travailler ensemble de manière organisée afin de préserver au maximum ou maximiser leur impact.
C'est vraiment la notion de base qu'on va utiliser. Le mot coopérer va être ce qui va englober toutes les formes. Ensuite, quand j'ai utilisé le mot rapprochement, on parle surtout du chemin qui est parcouru par les structures et toutes les étapes pour construire cette collaboration dans le temps. Et dans ce processus de rapprochement, on a distingué une mutualisation qui consiste à mettre en commun des moyens, soit par une réponse à un appel au projet, des emplois, des achats, outils, mais sans modifier, et ça c'est important, l'autonomie juridique de chaque structure. Il y a vraiment une autonomie qui est faite, c'est des entités juridiques distinctes. Et là, on s'est dit que les mutualisations pouvaient être souples ou plus formalisées. Et la forme la plus avancée de rapprochement est la fusion, qui correspond notamment à une opération juridique par laquelle il y a plusieurs structures qui réunissent leur patrimoine et, au sein d'une seule entité, soit par absorption, création ou aussi par scission. Et du coup, pour préciser un peu ce que l'on entend derrière les mutualisations, propose de passer la main à Florian Laboulet, qui travaille au labo de l'ESS et notamment qui ont fait tout un travail de décryptage autour des mutuations. Florian, c'est à toi. Vous m'entendez bien. Merci Amaury pour l'introduction et puis à Lavis pour ce travail sur les mutualisations. On est ravis que l'écosystème se saisisse du sujet parce que nous, en tant que think tank dédié à l'économie sociale et solidaire, on a commencé à l'investir il y a maintenant à peu près 2 ans avec justement l'enjeu, enfin l'objectif de mettre à l'agenda cette question, non pas en considérant qu'on aurait toutes les réponses, mais au contraire justement en se disant que si on peut apporter, comme tu dis, des éléments d'analyse, de décryptage général, c'est pour mieux ensuite que l'écosystème s'en saisisse à la fois dans ses pratiques et dans les réflexions qui sont les siennes aux différents endroits où ils peuvent se jouer. Alors nous, c'est un travail effectivement initié l'année dernière, même fin 2024 en l'occurrence, qui est mené en partenariat avec l'EMA Group et l'Institut pour la recherche de la Caisse des dépôts sous la forme d'un dossier que vous pouvez aller consulter. Je vous ai mis le lien vers le dossier QR code et je vous remettrai le lien dans le chat où Elisa pourra vous le remettre pendant que je parle. Dossier au sens où il y a des publications qui s'égrènent au fur et à mesure des années de travail. Dossier qui sert à comprendre ce que sont ces mutualisations, aller un peu plus en profondeur, nommer le concept, parce qu'on part du constat qu'en fait, contrairement à la coopération, Amaury a fait la distinction très juste en introduction. La coopération, il y a beaucoup de travaux qui existent dessus. La mutualisation, pour le coup, c'est beaucoup moins le cas. Il commence à y avoir quelques publications, mais c'est quand même assez rare, assez peu fouillé, y compris du côté de la recherche. Et donc, on s'est dit il y avait quelque chose là à investiguer. À un moment, on se rend bien compte que le terme est de plus en plus fréquemment utilisé et que par ailleurs, il fait référence à des pratiques qui peuvent être très anciennes dans l'économie sociale et solidaire et dans l'ensemble de ces structures, pas simplement au sein du mouvement mutualiste ou de mouvements historiques type les CUMA, etc. En fait, tous les secteurs de l'ESS mutualisent d'une façon ou d'une autre. En tout cas, il y a des mutualisations dans l'ensemble des secteurs, des pratiques et des familles de l'ESS. Et donc, pour faire ça, on croise à la fois des apports théoriques venus de chercheurs, d'entretiens, d'analyses et des cas pratiques. Donc là, je vais rester un peu à la surface, le temps étant compté, mais vous pouvez aller chercher des cas d'études qui viendront compléter habilement ceux de la vie sur des sujets un peu différents, des témoignages, etc. Peut-être juste en restant quand même sur la slide d'avant, sur la partie définition, les 3 points clés que je voulais mettre en avant sans rentrer trop dans le détail, c'est que on considère que la mutualisation, c'est un processus qui est au cœur des modèles socio-économiques de l'ESS et que la considérer dans sa globalité suppose d'éviter de rester dans une vision uniquement financière de ce sujet-là. On a tendance à réduire la mutualisation à une logique strictement réduction des coûts, rationalisation des coûts, notamment parce qu'on est dans un contexte où on est beaucoup plus incité dans le SS à le faire que ça a pu être le cas, même si ça a toujours été un peu le cas quand même. Et que si on considère dans la globalité la mutualisation, nous, la définition qu'on en propose et qui permet un peu d'éclairer les enjeux qui se situent dans ces pratiques, c'est l'articulation entre une logique de sécurisation, in fine, faire mutualiser, mettre en commun des moyens, c'est pas simplement mettre en commun en tant que tel, c'est toujours faire face collectivement à un risque ou à la réponse à des besoins, et le faire face collectivement parce qu'on ne pourrait pas y faire face individuellement.
Ce qui rejoint une deuxième logique qui s'y articule, c'est celle de la solidarisation, parce que en mutualisant, c'est pas simplement on collabore, on met en commun des outils, des moyens pour faire face pour être dans un projet, mais on crée des formes d'interdépendance volontaire entre nos structures qui sont fondées sur la réciprocité et le partage. Et donc là, on voit en quoi ça peut être constitutif aussi d'une logique économie sociale et solidaire. Et donc, notre vision, c'est d'affirmer, comme tu le disais en introduction, que la mutualisation, pensée comme ça de façon offensive et pas simplement comme un moyen de répondre à une logique de réduction des coûts, notamment dans une période de contraction des financements publics, ça peut être un processus offensif, on va dire, à la fois économique et politique, qui peut renforcer l'ESS par et pour elle-même. On se met ensemble pour être plus fort, peser plus, développer des stratégies de développement et un changement d'échelle alternatif à une forme de concentration capitaliste qui est dominante, on va dire, dans notre économie, plus respectueuse des identités des structures membres, etc. Mais ça peut être aussi un moyen de mettre la mise en commun de moyens, d'éléments matériels ou immatériels au service d'une démarche de transformation des territoires et de notre économie vers une transition écologique juste. Et là, on peut passer la slide pour finir, pour dire que les enjeux qui se situent derrière ça, et je vais vraiment encore une fois très très vite, c'est qu'il faut, je l'ai dit, un processus à la fois économique et politique. Il y a bien sûr une dimension économique. Hein, ne pas réduire à la rationalisation des coûts ne veut pas dire qu'il n'y a pas un enjeu économique derrière ces mutualisations, mais il y a quand même un enjeu politique, puisque comme on solidarise, on crée une identité commune, en fait, on se retrouve dans des situations où il faut arriver à construire ces mutualisations par le bas, par les structures elles-mêmes, en respectant leur identité. Donc il y a un enjeu toujours politique. Et la difficulté, c'est dans le temps à arriver à équilibrer ces deux dimensions-là pour ne pas perdre cette vision politique au sens du projet enfin, pour lequel, au service duquel on met en place ces mutualisations, parce que sinon, au fur et à mesure, le collectif, notamment quand les personnes qui ont fondé ces mutualisations partent et voilà, on est dans une vie d'une initiative sur le long terme, on peut retrouver une logique purement individuelle en perdant la nécessité du collectif et l'apport collectif que ces mutualisations peuvent avoir en rentrant dans une logique vraiment de comparaison coût-avantage. Est-ce que moi, individuellement ou en tant que structure, je bénéficie de cette mutualisation suffisamment par rapport à l'effort que j'y mets en perdant l'aspect transformation systémique qu'elle peut apporter? Donc des enjeux de gouvernance, des enjeux d'inclusion, parce que comme on crée de la solidarité, on crée un écosystème, on crée une communauté, mais le principe d'une communauté, c'est qu'elle doit rester ouverte et notamment faire face potentiellement à de nouveaux besoins, de nouveaux enjeux d'acteurs qui pourraient rentrer et bénéficier de ces mutualisations, de transmettre dans le temps, comme je l'ai dit, et puis de faire face à des logiques externes de démutualisation, notamment des pressions concurrentielles qui viennent de l'extérieur et qui peuvent mettre à mal ces logiques de mutualisation. Voilà. C'est très très rapide. Elisa, qui travaille avec moi sur ce dossier, vient de vous mettre le dossier justement accessible, donc toutes nos publications accessibles sur ce lien. Et je reste à votre disposition pour des questions au besoin. Merci beaucoup, Florian, pour ce décryptage. Et je pense que et tu as bien insisté sur ce point-là, c'est dire à partir du moment où on passe d'une mutualisation qui est choisie et non plus subie, en fait, ça nous permet vraiment de remettre la main. Et quand bien même on a des financeurs qui nous mettent la pression pour faire ce rapprochement-là, il faut réussir à se réapproprier le projet pour repasser dans une dynamique choisie. D'autant que peut-être juste un dernier point en rebond à ce que tu viens de dire, il ne faut pas sous-estimer le coût de la mutualisation. C'est-à-dire si on la prend uniquement dans une logique de rationalisation des coûts, non seulement on perd un peu l'identité de ce qu'elle peut être, mais en plus je pense qu'on fait erreur parce qu'en fait le temps de construction du collectif, le temps de construction de la gouvernance, le temps de mise à plat des règles de partage de ces objets matériels, lieux, etc., qui font de la mutualisation, en fait c'est quand même un coût qu'il faut financer. Donc, si le financeur il arrive en vous disant, moi je veux rationaliser, et plutôt que vous soyez deux, vous allez être un ou un et demi en mettant en commun, en fait, il y a des fortes chances que ça ne marche pas, en tout cas que ça ne marche pas à court terme. À long terme, ça peut avoir des effets économiques structurants, d'économie d'échelle, etc. Donc, il ne s'agit pas de le nier, mais par contre, il ne faut pas sous-estimer les coûts à court terme et l'accompagnement que ça nécessite. Ça, c'est aussi un point à avoir dans les dialogues avec la puissance publique pour ne pas se tromper d'objet, en fait, dans la mutualisation. Oui, c'est un levier de changement d'échelle. Oui, c'est un levier stratégique pour l'ESS à moyen terme, enfin à lancer à court terme, mais pour une visée de moyen terme et de long terme, à la fois pour elle-même et dans la transformation. Mais il ne faut pas sous-estimer que ça ne se fait pas comme ça. Comme la coopération, ça ne se décrète pas de l'extérieur et de façon simpliste, quoi.
Tout à fait. Merci, merci pour ces précisions. Euh, du coup, on propose d'enchaîner sur coopération, mutualisation, fusion dans l'ESS. Du coup, là, l'idée, c'est de vous partager un peu notre retour d'expérience que l'on a pu avoir, notamment en tant que opérateur national du DLA et en tant que CRDLA IAE. Le DLA en tout a accompagné à peu près plus de 800 accompagnants à mutualisation, fusion et coopération depuis 2021. Et on s'est notamment aussi, pour avoir un retour un peu plus qualitatif, penché sur 7 cas de mutualisation fusion dans l'ESS pour avoir des clés d'accompagnement, des facteurs facilitants et déstabilisants. Et on a réulté du coup le guide mutualisation fusion dans l'ESS que vous pouvez trouver sur le site de la VISE. Le lien sera communiqué, enfin sera aussi dans la présentation à la fin. Voilà, c'est pour vous dire d'où on part sur nos expériences. Et de ça, nous avons créé un parcours via notre site de 7 articles pour permettre d'appréhender le sujet de bout en bout, en étant dans un concept au tout début, bon, voilà, comprendre de quoi on parle. Et pour engager, dire, bah voilà, il nous semble très important, et Florian l'a rappelé, se dire, il faut comprendre pourquoi on se rapproche. Si on n'est pas d'accord sur la finalité du rapprochement, l'objet du rapprochement, en fait, on a toutes les chances que, on va payer les pots cassés par la suite. Euh, Après, on invite à réfléchir, bah, ok, on a décidé pourquoi on veut se rapprocher, de savoir, de connaître ce que l'on peut mettre en commun. Et du coup, là, il y a une multitude de choses qui sont possibles de mettre en commun, que ce soit des fonctions support, des fonctions de développement, de direction, à des infrastructures, de la trésorerie ou, juste une parole pour avoir être plus représenté. Et ensuite vient les différentes formes. Et du coup, c'est là où le côté technique arrive après avoir déblayé euh, tout ce que l'on veut, pourquoi on veut se mettre en commun et ce que l'on peut mettre en commun. Et on vous a listé après des acteurs qui peuvent être mobilisés aux différentes étapes. Et ensuite, euh, on s'est dit, bah voilà, toute action de rapprochement présente des risques. Du coup, on essaie d'être le plus exhaustif possible sur les risques et de savoir comment les prévenir. Et à la fin, on a aussi, on s'est dit, bah, maintenant qu'on arrive à toutes ces étapes-là, on a créé un outil très concret, une liste d'actions, toutes les actions à faire dans un processus de rapprochement. Alors, on a essayé d'être le plus exhaustif possible. Il y aura sûrement des choses qui vont manquer, mais le but, voilà, c'est par thématique. On a listé 8 thématiques et se dire, bah, qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là? Voilà, il faut contacter, il faut renseigner l'URSSAF, hein, vraiment du très pragmatique sur tout ce qui est, toutes les actions à entreprendre. Pourquoi commencer par la finalité? Comme je vous l'ai dit, si on n'a pas de cap, on ne sait pas où aller. Et du coup, une fois qu'on a engendré le rapprochement, eh ben, ça peut engendrer du coup des dissensions, des tensions en interne parce qu'on n'est pas d'accord sur la direction à prendre. Et nous, on a classé ça sous deux grosses catégories. Une catégorie qui est mieux répondre à un besoin d'un territoire. Comment mieux couvrir géographiquement pour répondre aux besoins? Proposer une offre de service plus complète ou une nouvelle réponse à un territoire, ou favoriser la compréhension des partenaires des institutions par rapport à euh, ce que l'on peut amener comme réponse. Et d'un autre côté, on a mis plutôt consolider et développer son modèle, qui forcément le côté financier, bah, voilà, réduire ses coûts de fonctionnement et d'investissement, il y a diversifier et sécuriser ses revenus, être plus solide financièrement, renforcer son impact et remobiliser sa gouvernance. Tout ça, c'est vraiment de penser bah, comment on peut améliorer son modèle en se rapprochant. Bien sûr, il y a plusieurs finalités qui peuvent se recouper. Euh, et en dessous, vous savez, ça a plutôt un effet que l'on qui va être induit du rapprochement, c'est que les rapprochements peuvent aider à améliorer le fonctionnement et les pratiques professionnelles. Voilà, en mutualisant des cultures d'entreprise, en mutualisant des emplois. En fait, ça peut améliorer le fonctionnement et les pratiques professionnelles. Du coup,
On l'a classé ici parce que dans les exemples qu'on a pu voir, c'est plutôt un effet qui est venu s'ajouter, que les structures n'allaient pas directement se rapprocher pour chercher cette amélioration des pratiques. Mutuation, qu'est-ce qu'on peut mettre en commun? En fait, un peu tout peut être mis en commun. Et savoir, c'est les bonnes questions à poser, c'est est-ce utile de les mettre en commun? Du coup, après avoir réfléchi à la finalité, permet de savoir bah, voilà, quelles sont les fonctions qu'on peut mutualiser. Là, sur le site, on a à chaque fois des exemples que l'on a mis derrière pour pouvoir illustrer en fait ces propos. Et voilà, tout ce qui est fonction support, de direction et de développement est mutualisable. Les compétences métiers, cœur de métier, on peut notamment penser à, on a certainement dans l'IAE, où il y a des CIP qui peuvent être mis en commun entre plusieurs structures pour mutualiser ces accompagnements-là, ou penser notamment à des psychologues qui sont là aussi mis en commun, et ça, Muriel pourra nous en parler aussi, mise en commun de psychologues pour accompagner les différents employés dans les différentes structures. Sur les moyens financiers, on a il me semble, c'est le RIF, qui est un regroupement des acteurs de la musique qui ont mis en commun des outils de trésorerie aussi bah, pour pouvoir avoir une solidarité entre eux en fonction des fluctuations que chacun peut avoir. Euh, voilà, les outils, les locaux, moyens techniques, bah voilà, on peut mutualiser des véhicules, ça soit aussi des espaces de travail ou des logiciels qui peuvent aussi être partagés de cette manière-là pour réduire notamment les coûts et pour accéder notamment à des, accéder à des fonctions, à des outils, à des choses qu'on n'aurait pas pu avoir tout seul. Et au niveau de la stratégie et présence territoriale, bah, la mutualisation permet aussi notamment d'avoir plus de poids auprès des financeurs, auprès euh, et voilà, de mieux se faire entendre par rapport à ça. Trouver la bonne forme. Je me suis risqué à un graphique euh, pour essayer de représenter en fait les principales formes de mutualisation, coopération, fusion qu'on a pu identifier en les classant de la complexité juridique la plus simple à la plus élevée et par rapport au niveau d'engagement que ça demande aux structures qui sont impliquées dans le rapprochement du plus faible au plus fort. Euh, il y a sûrement des choses qui peuvent bouger et les cas sont tous euh, un peu différents. Mais voilà, ce qu'on voit bien, c'est qu'il y a vraiment une possibilité de forme juridique euh, ou pas juridique, parce que par exemple les GES sont une forme, euh, ils sont pas juridiquement, sont reconnus, mais c'est une manière de faire et qui est portée après par des GIE, GE ou GEC ou autres, euh, et qui peuvent répondre à tous les besoins que l'on a par rapport aux finalités qu'on a définies et par rapport aux moyens qu'on a mis en place. On a mis la coopération informelle tout en bas, bah voilà, comment des acteurs peuvent, sur un moment, bah voilà, sur un appel à projet où on dit bah, on coopère ou sinon sur un territoire, on se connaît et on voit comment on peut faire ensemble. C'est notamment ce qui est recommandé, c'est les premiers pas à faire pour une interconnaissance entre structures. On ne recommande pas d'aller directement vers une fusion, création ou absorption, où là, les risques sont beaucoup plus grands si les structures ne se connaissent pas, mais plutôt d'y aller pas à pas, en commençant par la coopération informelle et monter petit à petit sur des modèles un peu plus complexes qui permet un peu plus d'entrelacement entre les équipes et entre les personnes. Euh, les acteurs à mobiliser selon les étapes du rapprochement. euh, qui nous a semblé important. Ben voilà, un rapprochement, c'est du temps, c'est beaucoup d'enjeux. Euh, et la notion de temps est très importante. Dans tous les retours d'expérience qu'on a pu avoir, la notion de temps est ce qui est de plus précieux et de pouvoir en fait gérer cette notion du temps à quelqu'un d'externe qui va permettre de donner le tempo et qui va permettre de nous accompagner là-dedans. Eh ben, c'est quelque chose de très précieux et c'est revenu dans tous les retours d'expérience.
À quel moment, du coup, on peut se faire accompagner? Et ben, à tous les moments, que ce soit de la première phase qui est d'objectiver le projet. Voilà, soit on sait qu'on a un besoin de rapprochement parce qu'on a des financeurs qui nous disent bah, ça serait bien de regarder cette solution-là, ou parce que dans notre vision stratégique, on se dit bah, ça peut être intéressant. À ce moment-là, au moment d'objectiver le projet, peut être intéressant d'aller voir les réseaux, les fédérations ou les chambres régionales de l'ESS qui vont permettre de vous rendre compte de l'ensemble des acteurs qui sont intéressés par ces processus-là. Ils peuvent être sur les mêmes métiers, mêmes thématiques, mêmes secteurs ou les mêmes tailles. Euh, et ensuite, c'est aussi possible de mobiliser du coup, le dispositif local d'accompagnement qui va permettre de poser les bases, de faire un diagnostic à 360 et notamment de vous donner les clés de bah voilà, comment bien, quels sont les points importants du rapprochement que vous allez mettre en œuvre. Ensuite vient la phase de construire le rapprochement. Euh, et ben là, c'est tout ce qui est formalisation. Quelle est la route que l'on va prendre ensemble? Réfléchir à la viabilité économique et financière, et du coup, notamment, construire les documents cadres qui vont accompagner là-dessus. Euh, L'importance qu'on a des retours d'expérience est très important dans cette construction de rapprochement de penser à la porte de sortie, toujours prévoir une porte de sortie, parce que c'est comme dans un mariage. Vaut mieux parler des sujets qui fâchent au moment où ça va bien, parce qu'au moment où les tensions commencent à arriver, eh ben, on a un peu moins de patience, on a un peu moins d'empathie par rapport à la situation, et ça devient beaucoup plus compliqué d'aborder ces sujets-là. Et là, la mobilisation d'experts, que ce soit des avocats, des juristes, qui vont permettre de structurer et de cadrer l'ensemble du processus de rapprochement. Par rapport à ça, il y a aussi d'autres acteurs spécialistes qui peuvent intervenir, notamment sur les sujets de financement qui peuvent apporter du coup soit des prêts qui vont, parce qu'au moment, comme l'a dit Florian, bah, au moment où on va se rapprocher, bah, ça va coûter de l'argent et du coup avoir du coup des prêts à ce niveau-là. Euh, des experts comptables qui, s'il y a un enjeu de la fiscalité à penser, du coup voir s'il y a une sectorisation à faire, s'il y a une filiarisation ou comment bien structurer l'activité comptable pour qu'elle soit le plus optimisée possible et qu'elle réponde au mieux au processus de rapprochement. On vient ensuite bah, à la partie intégrée. Bah, on vit le rapprochement. À ce moment-là, le DELA, à chaque fois, est mobilisable. C'est 5 jours d'accompagnement, mais du coup, qui nous permettent d'être sur cette partie. Bah, voilà, on s'est rapproché, peut-être qu'on s'est rendu compte que il y avait une organisation qui était à repenser. Et c'est toujours des moments, rien n'est figé dans le projet. Il y a toujours des réglages à faire et le DLA est totalement mobilisable à ce moment-là. Comme les PCRH aussi, qui normalement ont toujours un budget. Du coup, j'espère encore pour longtemps. Euh, des consultants en organisation qui vont permettre aussi de retravailler bah voilà, les nouvelles organisations si elles n'ont pas été pensées en amont. Toujours les réseaux, les fédérations sectorielles ou thématiques pour le partage, pour vous accompagner dans cette période qui est délicate parce que les équipes sont amenées à se voir, à se rencontrer, à travailler ensemble. Les échanges entre pairs qui ont déjà vécu ça et qui peuvent être de bons conseils à ce niveau-là. Euh, et on en vient du coup aux principaux risques que l'on a pu identifier et comment les prévenir. Et du coup, là, on a essayé de les catégoriser. Euh, Bah, manquer d'un cadre clair, bah, c'est ce que je vous ai dit au début sur la finalité qui est importante à avoir pour savoir où est-ce que l'on va. Parce que si on se rapproche juste pour se rapprocher, ben, après on aura des dissensus en interne sur dans quelle direction on veut aller et on sera plus nombreux à décider. Du coup, il y a plus de complexités qui vont arriver. Sous-estimer l'hétérogénéité des structures. Si on a une grosse structure par rapport à une petite, si on a deux secteurs d'activité différents, si on a des cultures d'entreprise différentes, en fait, c'est que des facteurs qui vont être déstabilisants et qui vont euh, donner beaucoup plus d'énergie à se résoudre par la suite. Faire l'impasse sur l'interconnaissance. On a notamment un retour d'expérience qui nous dit bah, travailler autant l'humain que le juridique et l'économique. L'humain est le premier facteur d'échec ou de réussite. En fait, si les équipes ne se connaissent pas, du coup, ça crée de la peur, ça crée de la méfiance.
Et tout ce que l'on veut, c'est créer un cadre de confiance pour que ça se passe au mieux et que tout le monde puisse avancer dans le même sens. Et le cap clair permet aussi de créer cette interconnaissance, cette confiance. Ne pas formaliser les cadres du rapprochement, c'est ce que je vous ai dit juste avant. Ben voilà, ben, tout ce qui est juridique, définir les périmètres de chacun. On a des retours d'expérience ben voilà, où les directions se sont rapprochées et en fait, les périmètres de chaque co-directeur n'étaient pas bien définis, et du coup, ce qui fait que ça a créé après des enjeux de gouvernance en interne, et tous les processus de décision n'avaient pas été mis en place, et ce qui fait que, eh ben, il y a eu des tensions en interne qui se sont élevées, et du coup, ça fragilise le projet dans son ensemble. Se laisser enfermer par l'urgence, c'est exactement ce que disait, reprenait aussi Florian, dire ne pas subir le rapprochement. Ok, on a une pression, il y a des enjeux, des deadlines à tenir. Et ben, comment faire pour se réapproprier l'enjeu, poser ses propres délais. Et si, si se fait enfermer par l'urgence, on va payer les pots cassés par la suite. Et du coup, ça risque d'être d'autant plus violent parce que les équipes vont être surchargées. Et du coup, ce qui nous permet pas, l'urgence nous permet pas de lever les autres freins qu'on a pu identifier juste avant. Et manquer aussi de compétences managériales. C'est les retours que l'on a là-dessus, c'est bah, piloter une structure n'est pas la même chose que piloter une entité multisite, où ça nécessite de savoir déléguer, d'avoir une vision stratégique, et l'importance d'avoir un accompagnement, un coaching à ce moment-là des dirigeants qui changent d'envergure et de posture est très important parce qu'on se retrouve avec des personnes qui sont euh, du coup en difficulté et avec des risques de fatigue et de partir en burn-out. Les bonnes pratiques, bah, formaliser les attentes et les objectifs dès le début, poser être clair, et l'accompagnement externe qui est aussi une bonne pratique. Et là aussi pour ça, c'est un tiers de confiance qui va venir, où chacune des structures va pouvoir se poser librement, dire ses doutes, ses craintes, et aussi l'accompagnateur externe n'a pas de parti pris sur la réussite ou non du rapprochement. Euh, il est là pour mener le processus, et si ça se fait pas parce qu'il y a une structure qui ne veut pas, ce n'est pas grave. Il vaut mieux partir à 90% du projet et avoir découvert ce processus-là que de forcer un rapprochement qui va engendrer des difficultés par ailleurs. Avoir un diagnostic croisé et partagé, bien mettre à plat tout ce qui fait que les structures ont envie de se rapprocher. Et du coup, c'est vraiment à 360, parler des fournisseurs, des partenaires, des parties prenantes, la structuration en interne, les salariés. Avoir une communication régulière, notamment aussi les retours d'expérience nous amènent à ça, c'est-à-dire informer les salariés, les faire se connaître, donner un cap. Euh, il y a une envie d'un côté de protéger les salariés parce qu'on n'a pas envie de vendre quelque chose qui peut s'échouer en cours de route. Mais il y a l'effet inverse de découvrir sur le tas, bah voilà, demain on change d'entité et on est une nouvelle structure. Il faut savoir jongler entre les deux et savoir aussi faire confiance à ses salariés et dans le discours que l'on peut amener sur la communication. Formaliser le process, du coup, ça revient à poser un cadre ouais, avec des jalons qui nous amènent à la feuille de route partagée. Voilà, tout le monde est d'accord sur le processus qu'on va faire et les différentes étapes à prendre. Et le temps est le meilleur ami. Et c'est pour ça qu'il vaut mieux aller regarder autour de nous quand ça va bien, les potentielles structures vers lesquelles on peut se rapprocher, que d'attendre d'être au pied du mur et dire, OK, là, il faut absolument se rapprocher. Euh, et du coup, par rapport à ça, se laisser enfermer dans l'urgence parce qu'on n'a pas identifié en amont les, euh, les structures qui sont assez homogènes pour nous rapprocher ou qu'on a l'habitude de travailler, d'où l'utilité de commencer par de la coopération formelle. Voilà un peu présenter un peu les différents articles qu'on a pu construire. Il y a un dernier article du coup sur l'outil très concret. Et je vous propose maintenant de passer au temps de témoignage. Du coup, on accueille Muriel Valert. Vous êtes directrice d'Élan Emploi. C'est une association qui porte une AI et une ACI.
et vous êtes aussi présidente d'Archipel depuis 2000, 2022. Est-ce que, je sais pas, du coup, est-ce que, pour rappeler un peu le contexte euh, qu'il y avait avant du coup la création d'Archipel, comment ça se passait? Ben, bonjour à toutes et à toutes. Ben, voilà, donc en 2013 à peu près, on a été sollicité par le département, l'État, pour couvrir des zones blanches sur notre département. Donc, quelques structures qui intervenaient, on va dire un tout petit peu sur ces zones, on s'est réunis. On a rencontré donc l'État, le CD, les Comcom, et puis on a pu, ben, au fil du temps, créer une équipe verte pour une structure, pour d'autres porter la mobilité, pour l'AI mettre à disposition. Voilà, ça s'est fait comme ça. Et on avait l'habitude de travailler ensemble. On se voyait dans des réunions, des CTA directeurs, des choses comme ça. Et en 2019, quand on sentait bien que l'État, le pays lédonien, hein, qui est un PETR, commençait à se dire, mais il y a trop de structures sur le territoire, donc à demander à ce que on puisse, nous, en tant qu'ACI, ben, rendre une offre d'insertion lisible et visible pour tous. Donc là, on s'est réunis, c'était en 2017, on s'est dit qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on peut faire. On entendait bien déjà à ce moment-là que l'État voulait plus qu'une tête de pont, mutualiser tout et qu'on n'ait qu'un interlocuteur. Donc on s'est fait accompagner, nous, par un DLA, justement, on s'est réunis, donc les 5 ateliers chantiers d'insertion du territoire du pays lédonien, et on s'est dit qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on attend qu'on nous dise, bah, il n'y a plus qu'une tête de pont et c'est bon, ou est-ce qu'on essaye de réfléchir? Et donc, on a demandé un DLA qui nous a accompagnés jusqu'en 2018. Et là, ça a été un gros travail. Il y avait le temps, effectivement, le temps d'accompagnement et surtout l'association de nos présidents à ce DLA. Dès le démarrage, effectivement, on pensait à création de quelque chose ou pas, mais ça s'est fait les directions et les présidents des structures. Donc, on était 5 ACI on s'est réunis et on a travaillé sur une démarche qui a été longue, qui s'est fait, qui s'est pas fait facilement parce que certains présidents avaient peur de perdre leur autonomie. Et on pourra remercier donc Emmanuel Le Gentot qui a arrivé à faire comprendre qu'on pouvait avoir une association qui était autonome sans que nous on perde notre autonomie et nos valeurs. Donc en 2018, il y a eu la création d'Archipel. Du coup, ouais, du coup, ce qui est intéressant, c'est que c'était d'abord une injonction, enfin une recommandation très poussée des financeurs de se rapprocher, et vous avez décidé du coup de prendre la main sur ce projet et de voir qu'est-ce que vous pouvez créer. Euh, du coup, vous avez trouvé la forme juridique. Pourquoi c'est l'association pourquoi vous avez créé une association? C'est cette forme juridique-là qui a été choisie? Ben, c'était surtout que on a bon l'associatif on connaît, on était tous et on l'est encore sous forme associatif et c'était l'outil qui était le plus représentatif pour nous, qui laissait quand même l'autonomie de chaque structure, hein. Ça a été, c'est vraiment remonté à ce qu'on n'ait pas à un moment donné la perte de notre identité. Donc une association c'était l'outil qui a été acté par tout le monde. C'était un outil qui était facile aussi à créer et à piloter, même si on s'est rendu compte par la suite qu'il y avait quand même des engagements plus importants qu'on ne le pensait au départ. Euh, du coup, vous voyez, et vous m'avez partagé aussi que vous avez dit au début que certains dirigeants étaient un peu réticents, et il me semble que c'est avec la formalisation de documents juridiques et notamment les conditions d'entrée-sortie qui ont beaucoup sécurisé le processus. Oui, on a mis une charte quand même au démarrage, hein, c'est-à-dire que une charte de liberté de choix, de démocratie, hein, on entre ou on sort quand on veut, on n'est pas obligé d'adhérer à chaque
projet que porterait l'association Archipel. On est sur un respect des valeurs, hein, et sur une solidarité. Donc effectivement, la charte qui a été mise en place, elle a sécurisé vraiment toutes les structures et surtout les présidents des structures. Parce que nous, en tant que direction, on était convaincus que c'était un beau modèle, mais pas forcément nos présidents qui avaient cette crainte. Donc effectivement, ça a été mis avec une charte et on a donc un conseil d'administration qui est composé des 5 structures aujourd'hui, 5 présidents, 5 directions, hein. Les directions et les présidents font partie du conseil d'administration. Et ça, on l'a maintenu jusqu'à cette année. Donc là, en septembre, on va passer sur une présidence collégiale. Mais je suis encore présidente d'Archipel depuis 2022. Et bah, du coup, qu'est-ce que ça a permis de faire Archipel depuis sa création? Eh ben, très rapidement, le département nous a dit, mais attendez, vous avez un outil, on a, nous, une proposition à vous faire. On monte une équipe de CAE 7 heures. Donc, les CAE public RSA très, très éloignés de l'emploi pour lesquels une ACI, ce n'est pas pensable, et de les accompagner sur 7 heures semaine, sur une montée progressive et une évaluation de leur capacité, on va dire, à entrer par la suite en ACI ou à être réorienté vers un autre dispositif. Donc, bah, ce dispositif, on a pu recruter donc notre premier salarié en 2019, et ce salarié a été un encadrant technique. Donc ça, c'est 2019. Très rapidement, on s'est rendu compte qu'il y avait besoin aussi d'avoir un peu de coordination et l'État aussi nous a demandé de porter le poste de facilitateur des clauses sociales puisqu'il n'y avait plus de structure sur le Jura qui portait les clauses. Donc on a recruté un facilitateur et puis très rapidement aussi, hein, au fil du temps, on s'est dit, on a un public très éloigné de l'emploi, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on a pu, grâce à des recherches de financement, collectivement recruter une psychologue qui intervient une journée par semaine dans nos structures et qui permet d'accompagner nos salariés face à la difficulté psychologique. Donc aujourd'hui, on a ces 3 salariés permanents, une directrice qui a été recrutée depuis l'année dernière, et puis un temps administratif. Donc aujourd'hui, 5 salariés permanents et 19 CAE. Donc une belle réussite malgré tout. Je n'entends pas. Il y a une question dans l'outil de questions-réponses. Je voulais savoir quelle était la stratégie de recrutement RH pour Archipel. Pourquoi ce premier emploi, comment vous avez décidé que c'est cet emploi-là qui allait être et par la suite les autres, quoi. Alors, si vous voulez, nous, dans le démarrage, c'était d'abord de mutualiser parce que pour nous, c'était des réunions ASP pour que nos accompagnatrices socio-professionnelles puissent se rencontrer, chose qu'elles font régulièrement. Elles se rencontrent, elles mettent des thématiques, des job dating. C'est vrai que ça a évolué. C'est un axe important. Ben, le recrutement, on a des codires tous les mois, donc on met aussi à l'ordre du jour ce qu'on veut voir au niveau d'Archipel, et on a des conseils d'administration tous les 3 mois. Donc, bah, c'est nous, direction, qui avons recruté bah, l'encadrant technique pour les CAE, parce que bah oui, on nous demande de faire un travail technique, on n'a pas de comment dire, de permanent. Donc voilà. Donc il fallait à un moment donné c'est nous qui avons décidé au fil du temps, avec l'accord après validation des conseils d'administration, hein, mais au fil du temps de recruter, de faire grandir Archipel avec un plan d'action. Autre question, comment sont financés les postes permanents, en particulier la psychologue et la poste de direction? Est-ce que les ACI participent au modèle économique de l'association?
Alors, nous, on paye une cotisation de 2 000 € actuellement par an, hein, on est adhérent, donc une adhésion. Et puis, donc, le poste de psychologue, on a des fonds d'État, hein, qui sont sur cet axe-là. Donc, on a une partie qui est financée sur des actions diverses et variées. Il y a aussi la CPAM. Et puis, le reste pour la direction qui est à mi-temps, eh ben, on va chercher des financements divers et variés pour pouvoir aussi payer ces postes. Alors, les CAE 7 heures, donc on a le financement du conseil départemental. Et donc, forcément, on a aussi, il y a des actions qui sont menées par les CAE. On a répondu à des appels à projets. Ils nettoient les parkings de la ville, les parkings souterrains, une fois par an. Donc là, on a aussi bah, de la facturation. Ils sont sur les contournements de la ville par le département et ils font la renouée du Japon, hein, qui est une herbe invasive. Voilà, il y a des actions comme ça qui sont portées par les CAE et qui ramènent aussi un petit peu de financement. Très bien. Autre question. Comment, partie un peu plus technique et RH, comment se passait le management et la fonction employeur des salariés d'Archipel? Ben, au départ, comme on n'avait pas de direction, c'était le président en poste, hein, qui changeait régulièrement, qui faisait le management, avec chaque membre prenait une petite partie, c'est-à-dire que on s'était déterminé deux directions portaient les CAE, deux autres directions portaient les clauses et deux autres directions portaient le poste de psychologue. Donc, effectivement, on s'est partagé comme ça jusqu'à l'arrivée de la directrice. Et j'imagine que maintenant la directrice et du coup, c'est vous qui accompagnez la directrice en tant Tout que à fait. présidente. Tout à fait. Et on est quand même un collectif. S'il y a une des personnes, si je suis pas là par moment, eh ben c'est un autre membre, puisqu'on a quand même des CODIR tous les mois et des comités d'exécution aussi avec elle aussi. On a nos temps à nous et le temps avec la directrice tous les mois. Et est-ce qu'il y a eu d'autres mutualisations des moyens matériels ou d'autres fonctions support? Alors nous, on sait qu'aujourd'hui, ben, on n'a pas de moyens support, hein, puisque hormis la psychologue qui est vraiment affiliée à notre structure, qui fait aussi de l'APP, hein, l'analyse de la pratique professionnelle pour nos encadrants et nos accompagnatrices. On travaille là actuellement sur tout ce qui est assurance, mutuelle, prévoyance, hein. Il y a un gros travail qui a été mené là-dessus. Et puis sur tout ce qui est équipement de sécurité, hein, parce qu'on sait que les EPI peuvent revenir très très cher dans nos structures. Donc on continue de travailler sur de la mutualisation globale, mais en gardant chacun la possibilité d'adhérer ou pas, si la mutuelle convient ou pas. Et puis aussi, s'il y a quand même un logiciel qui est mis en place d'accompagnement dans les structures, hein, donc qui est mutualisé entre certaines structures. Très bien, merci beaucoup. Une question un peu plus technique au niveau des conventionnements. Est-ce que chaque ACI et du coup AI aussi réalise encore des dialogues de gestion séparés ou est-ce que c'est Archipel l'interlocuteur unique? Non, alors on n'a pas voulu qu'Archipel soit un interlocuteur unique. On a tous nos dialogues de gestion séparés avec nos objectifs. Même Archipel fait un mini dialogue de gestion avec l'État et le département pour amener ses résultats. On appelle ça mini dialogue parce qu'on sait pas, l'État savait pas comment le nommer, mais là il y a pas longtemps il y a eu le dialogue de gestion d'Archipel pour dire, ben voilà, vous avez des fonds pour la psy, vous avez des fonds pour les CAE, maintenant rendez-nous des comptes. Donc ça, c'est fait aussi par l'État et le département. Mais nous, on a notre autonomie. S'il n'y avait pas Archipel, on ne verrait pas la différence de nos interlocuteurs au niveau du dialogue de gestion.
Et j'ai plus de questions. En tout cas, merci beaucoup Muriel. Merci à vous. Je sais qu'on va pas vous retenir plus longtemps parce qu'il y a des bilans et il y a une activité à diriger. À mener. Et puis moi, je reste à la disposition des personnes qui auraient besoin d'échanger, d'aller plus finement dans ce qui s'est passé. Mm, Parce que là, je vous ai raconté, on va dire, une dizaine d'années, mais il y a- bien sûr. Et voilà, vous allez avoir un peu plus de temps après pour échanger sur les sujets. tout à fait. Eh ben, merci à vous. Ben, merci beaucoup Muriel et je vous souhaite une bonne journée. À vous aussi. Bonne journée à tous. Excusez-moi, petit souci technique. Euh, hop. On va continuer avec du coup le témoignage du coup de Rodolphe Nollet. Bienvenue Rodolphe, qui a la casquette de opérateur du DLA sur le 95. Et notamment, l'idée c'était de partager un accompagnement qui a pu se faire et voir quels sont les différents moments où le DLA peut être pertinent pour accompagner. On va notamment parler d'un projet de rapprochement entre 7 associations intermédiaires. Est-ce que, Rodolphe, tu peux nous dire d'où est parti le projet et quelle était un peu la situation entre les structures au début? Ah. Alors, Rodolphe, un problème de son. Je pense qu'il faut choisir le bon périphérique de son. Euh, euh, hop. Voilà. En attendant, je vais Est-ce que répondre à la... celui-ci fonctionne ou pas? Ah, voilà, c'est bon. C'est Super. bon. Oui, il y en a plusieurs désormais. Donc, bonjour à toutes et tous, et puis merci de me faire témoigner pour vous parler dans les grandes lignes de ce que notre accompagnement a permis. En tout cas, on n'était pas seul sur cet accompagnement-là. Donc un accompagnement au rapprochement des 7 associations intermédiaires qui se trouvent sur le Val d'Oise. Alors, ce qu'il faut déjà voir au niveau du contexte, et je pense que ça a été dit par la personne précédente, c'est que on navigue quand même dans un environnement où les collectivités, les administrations pousse à des rapprochements. Alors, pas des rapprochements au sens de ce qui a été dit tout à l'heure, de la réponse forcément aux besoins, mais en gros, ils veulent qu'une tête pour pouvoir négocier certains contrats, etc. Donc, une visibilité au niveau institutionnel qui est de plus en plus prégnante. Le contexte aussi, c'était des associations qui avaient suivi un programme qu'on mène toujours sur l'amélioration de leurs compétences au niveau organisationnel, au niveau de différents paramètres de leur structure. Donc, il y a un accompagnement qui s'appelle Inclusivo, une sorte de coaching pour les dirigeants d'IAE. Et lors de ce coaching, donc en 2023, si ma mémoire est bonne, on avait eu une partie au niveau commercial sur faire équipe ensemble, comment améliorer son, son business, entre guillemets. Et je pense que ça, il y a eu une prise de conscience de la part de pas mal de dirigeants sur le fait que d'avancer ensemble permettait d'avoir d'avoir un meilleur fonctionnement individuellement et au niveau de ses produits, de son chiffre d'affaires, de son marché. Et alors, ce qu'il faut voir, c'est que tous les dirigeants aussi, toujours dans le contexte, se connaissaient.
et on avait affaire aux directrices et directeurs d'associations intermédiaires et pas forcément la gouvernance, les présidents. Donc, c'est déjà des dirigeants qui se rencontraient dans diverses réunions et qui voilà, sont réunis et qui se sont rendus compte qu'ils ne pouvaient pas accéder à certains marchés, à certains appels d'offres et à certains grands comptes individuellement et qu'il fallait faire quelque chose au niveau collectif. Donc, ils avaient des besoins qui étaient similaires, mais voilà, peu de connaissances sur la mutualisation. Ça, c'est pour le contexte. Par contre, j'entends pas. Ouais. Oui, c'était dans ce contexte du coup qu'elles ont pris contact avec le DLA. Euh, Mm. et pour mieux comprendre le cheminement, en fait, quelle a été la thématique d'accompagnement? Comment concrètement ça s'est déroulé? Qui était présent en réunion? Combien de personnes? Est-ce qu'il y a des abandons en cours de route? Non, alors il y a eu le rôle du DLA, en fait, c'est vraiment un rôle d'animateur. On a posé le diagnostic, donc le diagnostic, c'est comment je peux avoir des parts de marché sur le territoire. Euh, donc voilà, je peux pas accéder à certains comptes parce que grands comptes parce que je suis trop petit, je peux pas répondre à certains appels d'offres. Je vois que le contexte au niveau local est pas propice à avoir des toutes petites structures. Donc quand je dis petites structures, on est sur des structures qui ont entre 50 et 100 ETP et qui sont entre 500 000 et 1 million d'euros de chiffre d'affaires de produits. Donc on est quand même sur des structures moyennes, mais qui sont trop petites pour certains marchés, qui voient aussi leur activité stagner, voire décroître pour certaines. Donc des structures qui sont quand même saines. Donc le rôle du DLA, ça va être un rôle d'animateur du groupe. Ça va vraiment être ça. C'est ce qui différencie des accompagnements classiques où on est en face d'une structure, voilà, qui a une problématique, de l'accompagnement, etc. Là, on a vraiment un groupe de sept dirigeants qu'il faut animer. Et évidemment, les premières discussions, quand on les regroupe, donc c'est humain, ça va être, bon, bah, quel type de rapprochement on va faire. Le cheminement, c'est celui-là. Donc, ça va commencer à parler de groupements d'employeurs, d'associations, de GES, etc. Donc, ça, les dirigeants, naturellement, vont se focaliser, j'allais dire, pas sur la forme juridique, mais en tout cas sur une forme de statut qui pourrait les faire exister, de voir si c'est possible. Et le DLA, donc on a travaillé en binôme avec le Coras Île-de-France, Nicolas Auzière, hein, pour pas le citer. Euh, le but, ça a été de dire tout est possible au niveau juridique. Ce sera vraiment au niveau des statuts, au niveau de la forme en fait. Ça va vraiment être tout est possible, tout est faisable. Mais là, ce qu'il faut faire dans le cheminement, c'est surtout travailler une vision commune. Qu'est-ce qu'on veut faire? Qu'est-ce qu'on veut faire de ce groupement? Où on veut aller? Quels sont nos objectifs? Euh, comment on peut vivre ensemble? Et là, il y a eu un gros travail de fait sur bah, toi, qu'est-ce que tu fais? Moi, ce que je fais. Donc, il y a vraiment eu un travail précieux et assez fin sur les compétences des équipes, de chacun, ce qu'ils pouvaient proposer, plus uniquement dans des grandes lignes, c'est-à-dire je fais du remplacement de personnel. Ça a été vraiment un travail de longue haleine, de voir un petit peu quels étaient le potentiel, également le potentiel de marché. Et petit à petit, c'était comme un entonnoir, ça s'est affiné.
Ils ont pu proposer une offre commune sur ce qu'ils faisaient de manière individuellement. Voilà. Et puis après, on est passé plus dans l'opérationnel à ce niveau-là. J'ai une question par rapport à ça, par rapport combien de jours d'accompagnement sur ce DLA? Alors, on a mutualisé le DLA, nous, avec le programme, notre programme IAE. Donc, c'est quelque chose qui a duré en gros une dizaine de jours sur un an, sachant que ça, je vous parle des prestations d'accompagnement avec un consultant pour bien cadrer, mais sinon, on était en animation de groupe, quoi. C'est-à-dire que c'est moi qui travaillait sur l'animation du groupe. L'important du DLA, c'est pas de plaquer forcément des accompagnements individuels. Euh, le but, c'est d'animer et de rendre autonomes les dirigeants sur leur futur projet. C'est de les accompagner dans la réussite et de les responsabiliser un petit peu sur le cheminement du rapprochement. Là, on est là pour leur donner avec le consultant les billes, des billes organisationnelles, juridiques. Et après, c'est à eux de construire et de prendre la décision finale. Hmm. Ouais. Euh, et du coup, la question qui vient, quel résultat on a suite à du coup ce processus de rapprochement? Ça aboutit à quoi et c'est quoi le... Bah, l'objectif est resté fidèle dès le départ, hein. C'était de mutualiser un développement commercial, d'accéder à des marchés inaccessibles individuellement. Et en particulier, il y avait ce marché du conseil départemental qui leur tenait à cœur et qui n'arrivait pas à percer à chaque fois de manière individuelle. Et c'est là, voilà, ce grand compte entre guillemets était vraiment un focus pour eux. C'est vraiment, ça a été vraiment quelque chose qui les a aiguillés. Et puis aussi de parler d'une seule voix auprès des différents institutionnels sur ce qu'est une association intermédiaire. Et puis, voilà, il y avait une sorte un petit peu aussi de plaidoyer. Donc, on n'est pas sorti de ces trois objectifs, on va dire. Et donc, la décision finale a été de créer une association ad hoc, donc, qui s'appelle le JEDI, le GDAI, donc le groupement départemental des AI. Je résume, hein, mais il y a eu un gros travail de la part des directions opérationnelles, donc salariés pour tout ce que je vous ai dit sur travailler sur la forme, sur l'offre et comment il pourrait faire. Et puis il y a eu évidemment les gouvernances qui sont venues à un moment pour sceller l'accord de rapprochement. Ça s'est pas fait, ça c'était hyper important. Donc là aussi, il y a eu des discussions entre les différentes gouvernances, donc entre les différents présidentes et présidents. Ça n'a pas été très difficile. Évidemment, il y a eu des temps plus longs sur qui va prendre la présidence, puisqu'ils avaient décidé que dans cette association-là, les adhérents seraient les gouvernances des associations intermédiaires, mais il y avait la question de la gouvernance, etc. Donc, le but ultime a été de créer une association qui serait le, comment dire, le visage des AI sur les territoires et qui pourrait répondre aux appels d'offres
aux appels d'offres du département, essentiellement, puisque quand le conseil départemental passe un marché, il ne va pas le passer uniquement sur telle localité. Forcément, il a une dimension départementale, ce que ne peut pas faire les associations intermédiaires qui sont cantonnées à des territoires bien précis. Et donc, le marché a été remporté. Il se poursuit encore cette année, donc il a été renouvelé cette année. Donc, ça leur permet d'avoir pu remporter ce marché. Alors, techniquement, c'est l'association, c'est le groupement qui reçoit qui reçoit les commandes et après c'est dispatché individuellement aux structures en fonction des endroits où elles se trouvent. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Alors évidemment, à ce travail de vision et d'offre et de communication, il y a eu aussi entre-temps un gros travail de fait avec un cabinet d'avocats spécialisé pour euh, pouvoir bien cadrer tout ce qui était euh, canaux de financement entre l'institution ou l'entreprise qui passait commande et les différentes AI. Donc c'est quelque chose de très technique. Donc c'est quelque chose qu'il faut surtout pas négliger. C'est ce travail aussi après ce travail juridique qui permet de sceller le groupement. Donc, mais on n'est pas parti par le travail juridique, forcément, parce que si on peut très vite arriver à une coquille vide. Imaginons par exemple que les gouvernances ne s'entendent pas, que l'offre commerciale est déséquilibrée. Voilà, donc on aurait eu une structure comme on l'a déjà vécu nous sur le territoire, coquille vide, et ça n'aurait pas fonctionné. La force, ça a été vraiment la solidarisation en fait du groupe qui a pu permettre d'en arriver là, quoi. Du coup, j'ai quelques questions qui viennent. Alors, plutôt sur la partie du marché. Qui pilote le marché? Du coup, j'ai compris comment c'est l'association, mais du coup, c'est le président de l'association. Du coup, il doit y avoir une coordination qui est mise en place. Ouais. Comment elle est portée? Est-ce qu'il y a des salariés qui sont. Enfin, il y a des salariés dans cette association-là ou est-ce que c'est un coportage? Euh, voilà. Ouais, alors en fait, c'est là où le travail, c'est ce que j'allais dire, peut-être aussi en conclusion, la difficulté de ce genre de rapprochement, c'est pas forcément de le faire, c'est de le poursuivre dans le temps. C'est vraiment la difficulté. Nous, à titre personnel, on l'a vécu avec des GES, on l'a vécu avec d'autres rapprochements de SS également, pas forcément dans l'IAE. Mais quand tout est terminé, quand on s'est dit, OK, voilà, on a une même offre, nos gouvernances sont calées. Juridiquement, c'est calé, on sait où va l'argent, où il transite, comment il est rebasculé, on connaît nos interlocuteurs. Après, vous pensez bien que toutes ces structures, puisqu'elles ont gardé leur autonomie également, je veux dire, les 7 associations intermédiaires, elles continuent de faire leur petit marché, entre guillemets, au niveau local. Euh, Ils sont déjà débordés au niveau individuellement, donc quelle force vive va pouvoir faire vivre le groupement départemental? Et donc là, ils ont commencé à vouloir embaucher. Et ils ont du mal justement à trouver la personne qui épouse les valeurs du groupement, qui épouse la vision du groupement. Et donc il y a un gros travail. Donc là, on continue à les accompagner, on va continuer à les accompagner. Alors pas forcément dans le DLA, mais justement pour trouver la bonne organisation et la bonne personne
pour faire vivre le groupement. Et si je pouvais résumer, et c'est pas forcément le rôle du DLA, il faut vraiment qu'il y ait un animateur, quelqu'un qui puisse suivre dans la durée ce groupement pour apporter une plus-value, par exemple, là, dans le cas présent, sur le fonctionnement. En tout cas, les deux recrutements qui ont été faits sont soldés par des échecs. Donc, c'est les directeurs qui reprennent un petit peu les, qui reprennent un petit peu le contrôle du fonctionnement du groupement. Euh, Ils Et se avec le temps de réunissent disponibilité une fois d'un tous les 15 directeur. jours, etc. Mais c'est pas optimal. Hmm. Avec le temps de disponibilité d'un directeur. Du coup, C'est ça, ouais. c'est pas Ouais. optimal. Je vois le temps qui avance et question, peut-être réponse rapide pour dire qui a rédigé la réponse au marché? Pour Oui. le marché avec le conseil départemental, Oui, comme ils se retrouvent tous les 15 jours, ils l'ont fait en collectif. d'accord. Il y a vraiment une force collective derrière et je pense que c'est ce qui fait tenir de toute façon les groupements, hein. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas quelqu'un qui traîne. Alors, il y en a qui sont plus moteurs que d'autres, mais généralement, elles le sont toutes et tous. Euh, donc, ils prennent du temps pour la Hmm. réussite de la réponse aux appels à projets, etc. Donc, ils Et l'ont fait c'est de manière très collective. Le but pour eux, pour elles, ce serait qu'une personne puisse être après responsable hmm. et autonome dessus. Pour l'instant, ils n'ont pas Ouais, trouvé ouais, j'imagine. ils n'ont pas trouvé le truc, quoi. Euh, et est-ce que tu peux dire de quel conseil, enfin, ouais, quel conseil départemental il s'agissait? Si ça peut en inspirer d'autres. Euh, C'est sur le Val d'Oise? Val d'Oise, ouais. Ouais, c'est Val Euh, d'Oise. une question sur quels ont été les freins et les obstacles qui ont dû être levés au moment de penser le projet de rapprochement? Euh, En fait, il y a eu il y a eu sur cet exemple-là, il n'y a pas eu véritablement de frein ou d'obstacle. Comme j'avais dit, le groupement avait on était sur des associations intermédiaires, même génération, des dirigeants, même génération, qui se rencontraient déjà dans des réunions, Mm. soit dans les fédérations, soit dans la fédération du Val d'Oise, qui communiquaient. Il n'y avait pas de concurrence puisque forcément, ils avaient des territoires bien ciblés. Voilà, donc un n'allait pas chez l'autre, donc il n'y avait pas aucune animosité. Euh, Parce que ça, on peut le retrouver à un moment dans certains volontés de groupement un peu forcés. Là, pas du tout. Le travail s'est fait sur le long terme, hein. Ça a duré plus d'un an quand même, hein. Donc on a pris le temps pour travailler. C'était pas un truc fait en 15 jours, hop, le consultant passe. Ça a été un travail vraiment d'accompagnement, d'animation de groupe et de voir comment le groupe progressait dans la démarche. Nous, on intervenait quand il y avait... euh, alors oui, si, des freins, des obstacles, c'est peut-être, par exemple, le frein, c'est au niveau juridique. Au niveau du DLA, là, nous, on avait des limites et il fallait vraiment que des professionnels puissent passer l'étape suivante. Pareil sur la réflexion sur l'offre et bien la caler face à un marché, il y a dû y avoir aussi l'appel à un consultant pour bien voir ce qu'il existait, comment il pouvait appréhender certains marchés. Voilà, c'était plus des obstacles techniques, mais ces obstacles-là, c'est eux qui nous en faisaient part, qui disaient, bah là, nous, là, on est limite, il nous faudrait un petit coup de pouce pour nous aider et essayer d'avancer un peu plus vite, quoi.
Mais il Mm. n'y a pas eu de gros obstacles. Mm. Il n'y a pas eu de Ok, gros obstacles. bah, tant mieux. Non. Et ça rejoint un peu le propos sur l'importance d'avoir une homogénéité entre les structures. En fait, déjà Ouais. de commencer à se connaître, à travailler ensemble, en fait, ça facilite grandement le processus de rapprochement. Ouais, et puis ce que j'avais dit dans le guide méthodologique, j'avais pris l'exemple d'un autre GES, d'un GES, je sais plus, ouais, c'était un 95, GES, bah pareil, il y avait une asso intermédiaire, mais il y avait aussi d'autres, Horizon ouais, 95. voilà, qui bah, justement qui n'existe plus. C'est une des structures malheureusement qui n'existe plus, mais là, à titre individuel, avec bon, il y a eu il y a eu quelques loupés économiques, donc ce qui arrive, ce qui peut arriver. Mais quand le groupement, on a une grosse locomotive, mais qui tire des structures qui sont en difficulté, c'est très problématique, quoi. On peut pas, c'est difficile d'avancer quand on a un sac à dos un peu trop lourd, à mon avis, et qu'on doit régler des problèmes dans sa structure même. Il faut vraiment que l'ensemble soit plutôt cohérent là-dessus, c'est-à-dire, bon, des marchés acquis, mais une sorte de plafond qui nous empêche d'avancer un peu plus haut. Et là, le groupement va pouvoir, en tout cas, on va essayer à ce que le groupement y réponde. Mais quand on a dans un groupement quelques structures qui peinent à titre individuellement, le groupement, c'est pas la panacée pour qu'elles puissent se développer et sortir d'affaires. Et question par rapport à comment se finance l'association créée est-ce que c'est sur les projets remportés ou c'est à partir des fonds est-ce qu'il y a une forme d'adhésion que chaque association met? Ouais, il y a une petite forme, il y a une petite forme d'adhésion. Et puis, il y a un prorata Ok. qui est versé pour qu'il puisse embaucher une personne. Mm. Et puis, il y a un petit fonds aussi au niveau de l'État, voilà, Ok. qui leur permet de pouvoir financer un poste, quoi. Après, j'ai plus des questions techniques au niveau du DLA. Euh, on va essayer d'y répondre conjointement sur comment il sollicitait le DLA au début, comment, en fait, comment la démarche s'enclenche à ses prémices. Comme premier élément de réponse, moi, je viens de dire, bah, il y a un site InfoDLA qui permet de connaître tous les contacts des DLA de France. Et c'est soit la structure qui prend l'initiative. Parfois, c'est aussi les financeurs qui disent bah, ça serait bien d'aller faire un DLA à ce moment-là et du coup qui orientent vers la structure porteuse du DLA. Est-ce que tu as d'autres exemples de moyens de contact du DLA? Bah, ce qu'il y a, c'est que pour l'insertion par l'activité économique, on les connaît, on est en proximité depuis le démarrage du DLA il y a plus de 20 ans maintenant. Donc, il y a vraiment on n'est pas sur un territoire, sur le Val d'Oise, où l'IAE est super développé par rapport à d'autres départements. C'est historique, c'est comme ça, mais bon, on a quand même une petite cinquantaine de structures et le DLA les connaît quasiment toutes. Mm. Elles sont toutes passées par un accompagnement, en tout cas au moins plus de la moitié ont eu un accompagnement de Mm. DLA hein, dans le passé. Donc il y a vraiment une connaissance. Nous, on est quand même assez réticents si les structures viennent sur la volonté d'institutionnel. Ce serait bien que vous fassiez un DLA euh, surtout pour des phases de rapprochement ou de regroupement, parce que on a toujours une petite, je sais pas, une petite pensée qui nous dit que voilà, il y a peut-être des baisses de coûts à réaliser. Euh, Nous, ça s'est fait plutôt naturellement, quoi. Hein. Il n'y a pas eu de, Mm. Et enfin, ça vaut pas que pour l'IAE, en fait, toutes les structures de ouais, l'ESS peuvent ouais. mobiliser le DLA. Et c'est soit le réseau bouche à oreille, mais sinon il y a le DLA qui est présent aussi au sein des structures et qui peut faire des temps d'intervention, de présentation de ce qu'est le DLA.
Généralement, on prend contact avec le DLA, il y a un rendez-vous d'accueil qui est fait pour bien Mm, comprendre, pour comprendre la structure, la problématique. Et après, il y a une décision qui est prise, est-ce qu'on va un peu plus loin et on fait un diagnostic partagé? Et ce qui fait mm, que là, on enclenche le DLA où le chargé de mission DLA va prendre du temps à aller rencontrer l'ensemble des parties prenantes euh, mm, de la structure et pour poser un diagnostic qui va être partagé, on dit partagé parce qu'il est partagé avec la structure. Et c'est la mm, structure qui valide le diagnostic. Et suite à ça, il y a des recommandations qui sont faites. Soit c'est un accompagnement par le DLA, soit, mm, ça me permet de répondre à la deuxième question, soit il y a un prestataire externe qui est mobilisé. On écrit ensemble le cahier des charges du prestataire. On fait une mise en concurrence pour trouver un prestataire. Et à la fin, c'est toujours la structure qui décide quel prestataire choisir sous mm, recommandation du DLA. mm. Ouais, c'était. Alors là, en plus, c'était pour ce cas précis que j'ai donné, c'était le lien s'est fait avec un programme qui existait déjà, qui n'était pas du DLA, mais qui était de l'accompagnement, du renforcement, de l'acculturation, de compétences des dirigeants d'IAE, et c'était assez naturel de pivoter après vers le DLA, qui a enclenché tous les process nécessaires, quoi. Merci beaucoup, je vois le Merci à temps qui vous. file. Merci beaucoup, Rodolphe. Si vous avez des questions dans le 95, n'hésitez pas à contacter Rodolphe sur le DLA, qui fera un plaisir de vous répondre. Euh, et moi, je vais continuer rapidement la slide, mais en tout cas, merci beaucoup pour l'intervention. Merci à vous. Hop. Du coup, vous parlez notamment des ressources qui sont mises à disposition. On a le guide mutualisation fusion dans l'ESS avec, il y a une question qui en parle. Est-ce que présente uniquement des mutualisations fusion de l'IAE? Alors, il y a les exemples qui sont dans le guide, c'est l'IAE parce que on est parti du principe où voilà, l'IAE notamment est pas mal euh, dans le sujet des rapprochements mutualisation. Mais après, tous les retours d'expérience valent pour l'ensemble des structures de l'ESS. C'est pour ça qu'on l'a ouvert beaucoup plus large. Et du coup, ça me fait référence à la deuxième ressource que l'on a, c'est la section coopérer, mutualiser sur le site de la VISE, dont je vous ai présenté la structure, où là, en fait, tous les exemples cités sont de l'ESS en général, avec des exemples de mutualisation, de rapprochement et plein de formes juridiques différentes. Partagez aussi le guide de France Active, Je joue collectif, un guide très complet qui permet de bien appréhender toutes les étapes aussi des mutualisations, fusions et avec notamment des questionnements à se poser. Si vous avez des questions, des témoignages ou des revendications, n'hésitez pas à m'écrire directement à maury.fromanti@avis.org sur les sujets des mutualisations dans l'ESS. En synthèse, si on peut résumer un peu notre webinaire, le rapprochement, ça se provoque. Voilà, c'est pas attendre que, d'être au pied du mur et de le subir, mais plutôt d'aller, comme on l'a vu dans les différents exemples, en fait, euh, mieux connaître son territoire, les différents acteurs, commencer à travailler avec eux pour voir si, il y a une possibilité de rapprochement ou pas. Euh, Favorise grandement les réussites d'un rapprochement futur. Et c'est pas parce qu'on commence à se connaître que, on va finir par se rapprocher. Euh, c'est une manière de mieux connaître les différents acteurs du territoire. La confiance comme fondement, se rencontrer pour se connaître, se faire confiance, mettre du temps à l'interconnaissance des gouvernances, des directions, des équipes, comment associer le plus possible les gens en amont pour qu'ils puissent se rencontrer, se connaître, avoir des temps de travail en commun. Voilà, on peut commencer par faire un appel à projet, avoir des temps d'interconnaissance. C'est un processus vivant, mais comme tout l'ESS, voilà, il faut tester, ajuster, renoncer, réinventer. On fait un processus de rapprochement qui s'arrête en cours de route, et ce qui est important, c'est le chemin parcouru. Et on aura appris beaucoup de choses. Ça se trouve, il y aura déjà des éléments juridiques qui ont été construits
et qu'on pourra réutiliser par la suite. Un rapprochement, ça s'anime, prévoir des temps. Et du coup, si on a quelqu'un qui s'en charge, ça nous permet de dégager de la charge mentale, de l'énergie et de faire confiance à cette personne-là. Et un rapprochement, ça se formalise, c'est co-construit. Des nouveaux textes fondateurs, on peut avoir une charte, on a des éléments juridiques qui vont cadrer comment on rentre, comment on sort, que ce soit aussi tous les nouveaux documents RH qui vont devoir peut-être se créer, tout ce qui va être nouveau plan comptable, voilà. L'ensemble de tout ça, ça se formalise. Euh, Questions-réponses. On peut, si vous avez des questions, je sais que vous avez déjà posé des questions au fil de l'eau, mais voilà, si vous avez d'autres questions qui viennent, il nous reste 2 minutes. Je peux essayer d'y répondre très rapidement. Euh, voilà, via la partie questions-réponses, on a déjà répondu à 17 questions. Anaïs nous dira si c'est une bonne moyenne ou pas, mais en tout cas, merci beaucoup. Euh, il y avait des questions sur est-ce que il y aura un replay? Oui, il y aura un replay de ce webinaire qui sera disponible avec tous les liens qui ont été mis dans le chat des différentes ressources. euh, des différentes ressources. En tout cas, merci beaucoup à toutes et tous pour votre attention, votre bienveillance, vos questions. N'hésitez pas à nous écrire, à nous faire part de témoignages. C'est avec un grand plaisir qu'on y répondra. Euh, voilà, l'important, voilà, n'hésitez pas à se faire accompagner, d'en parler autour de soi au sujet des rapprochements, des mutualisations, fusions. Un grand merci à tous les intervenants, du coup Florian, Rodolphe et Muriel, pour votre intervention, qui ont bien enrichi ce webinaire. Et il me reste à vous souhaiter une bonne journée et un bel été et de beaux